découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. 12 mois avant la présidentielle d'octobre 2020, les Ivoiriens s'interrogent toujours sur les identités des futurs candidats à cette échéance électorale. Qui sera candidat et qui peut mieux incarner les aspirations des Ivoiriens aujourd'hui? Ce soir, nous sommes avec Adjé Jean-François, président de Nouveau Départ pour la Côte d'Ivoire. C'est donc du sang neuf que nous recevons puisque notre candidat n'a que 41 ans. Et il se propose de gouverner les Ivoiriens en 2020, de proposer son programme aux Ivoiriens et surtout de descendre dans l'arène avec les dinosaures de la vie politique ivoirienne. Adjé Jean-François, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Voilà, merci donc d'être sur le plateau d'Ivoire TV dans le cadre de cet entretien. Alors tout d'abord, c'est une figure tout à fait neuve que les Ivoiriens ont l'occasion donc de découvrir aujourd'hui dans cette émission. Et quel regard est-ce que vous portez sur la situation de votre pays de façon générale? Merci. Dans votre introduction, vous avez dit des dinosaures. Je crois qu'il ne faut pas le voir ainsi. Par principe ou par étymologie, les dinosaures ont déjà disparu. Donc, je ne veux pas qu'on assimile nos hommes, nos vaillants héros, comme des dinosaures qui ne sont plus de ce monde. Alors, notre pays est à la fin d'un cycle. Nous pensons que un nouveau cycle va prendre place et nous nous positionnons comme une alternative dans ce nouveau cycle-là. D'accord. Vous êtes candidat, vous vous lancez donc dans l'arène politique. Je ne dirais pas trop tôt parce que 41 ans, ce n'est pas si jeune forcément. On a eu l'exemple d'Emmanuel Macron en France qui a pris le pouvoir dans des conditions similaires, qui n'était pas à la tête d'un parti politique très important, mais qui, à la tête d'un mouvement, donc a su impulser une certaine dynamique pour conquérir le cœur des Français. Seulement là, vous avez certainement votre vision des choses sur la gestion de votre pays. Cela fait maintenant près de 10 ans que la Côte d'Ivoire est gouvernée par le président Alassane Ouattara. Si vous deviez faire un bilan de sa gestion du pouvoir, quel serait votre verdict? Pour commencer, je voudrais que ce soit très clair. Notre pays, comme je le disais tantôt, est à la fin d'un cycle. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes en perte de valeur. Il y a des valeurs et des principes qui régissent le fonctionnement d'un État. Et quand nous observons l'actualité du pays, nous nous rendons compte que ce que nous observons vient du fait que ces valeurs-là sont en train de s'effriter. De s'effriter. Oui. Et donc, nous nous positionnons pour faire comprendre aux Ivoiriens qu'il y a une autre alternative. Alors, vous avez parlé du bilan du président actuel. C'est à lui de défendre son bilan. Nous savons une chose, des choses ont été faites et nous avons la responsabilité d'apporter de la valeur ajoutée. Enfin, je veux dire, vous décidez de faire de la politique aujourd'hui, vous auriez simplement pu vous inscrire dans le cycle de l'animation de la vie de la nation, mais vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire. Certainement que vous avez dû détecter quelque part une sorte de défaillance que vous aimeriez combler. 10 ans de gestion de la méthode Ouattara. Adjé Jean-François vient aujourd'hui pour apporter quelque chose de nouveau, dit-il, aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous avez constaté qui n'a pas marché dans la gouvernance de celui qui sera très bientôt, ou enfin, quelqu'un de son camp, votre adversaire? Naturellement, il faudrait le préciser. Parce que les gens ont tendance à croire que pour présider aux destinées d'une nation, il faut forcément appartenir à l'un des camps qui se font face en Côte d'Ivoire. Mais justement, c'est l'observation de ce manque de confiance qui a été observé parmi tous ceux qui sont là, qui nous a poussés à nous présenter.
justement, quand nous avons vu que depuis 2016, après la réélection du président Ouattara, nous avons constaté que rien ne bougeait vraiment. Sur quel plan? C'est bien de le dire, mais... Il faut vous libérer, hein, parce que ben oui, on y est. Nous sommes devant la nation. On y est, on y est. Donc, savoir certainement votre perception de la gestion Ouattara. On commence par la Constitution. La Constitution de notre pays, qui a été votée en 2016, n'avait pas le sentiment de tout le monde, c'est-à-dire la participation de tout le monde. Elle était biaisée parce qu'il y avait un camp, il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui ne se sentaient pas dans cette Constitution. Par la suite, nous voyons la gestion économique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu beaucoup de prêts des institutions financières internationales qui ont permis qu'il y ait beaucoup d'investissements dans les infrastructures. Et nous constatons que ces infrastructures-là s'effritent jusqu'à ce qu'on parle de goudron biodégradable. C'est vrai, des investissements ont été faits, mais ce n'est pas le sentiment de tout le monde. Mais ce que nous reprochons, c'est la perte de ces valeurs-là. Le fait de s'imposer par la force qui ne permet pas à tout le monde de s'exprimer vraiment. Quand vous dites de s'imposer par la force, avant de revenir justement sur les griefs que vous aviez mentionnés précédemment, qu'est-ce que vous entendez par là, s'imposer par la force? Vous connaissez très bien l'actualité du pays. Vous avez vu récemment que des personnes des différents camps avaient été poussées. Je parle du président de l'Assemblée nationale qui avait été alors poussé à la démission. Ce sont ces griefs-là que les gens reprochent au président Ouattara. Mais pour nous, nous ne voulons pas nous positionner en permettant de donner du vent aux différents moulins pour que cette opposition perdure. Pour nous, il y a matière à apporter du sang neuf, il y a matière à proposer quelque chose de nouveau pour rompre avec ces oppositions qui ne sont pas du goût à permettre que les choses aillent de l'avant. D'accord. Alors, ce que vous dénoncez notamment dans la gestion du président Ouattara, c'est d'abord le vote d'une constitution que vous estimez exclusive, dans laquelle ne se retrouvent pas tous les Ivoiriens, et ensuite le bilan économique, selon vous, les multiples emprunts réalisés donc durant ces 8 ans de gestion ne sont pas forcément faits pour assurer la stabilité ou la viabilité du système économique national. Je ne dirais pas ainsi. Permettez-moi de vous imager quelque chose. Allez-y. On permet qu'il y ait des emprunts pour permettre à un pays de fonctionner tel qu'il est fait aujourd'hui. Et il arrive à un moment où ceux qui prêtent cet argent se disent que vous avez atteint un certain niveau, une limite, au point où on est obligé d'insister pour avoir encore ces fonds-là pour travailler. Vous l'avez observé d'ailleurs dans notre niveau, au niveau du doing business, je crois. Oui, on est descendu parce que ça ne permettait pas, ça ne permettait pas aux bailleurs de fonds de faire encore plus confiance. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne respecte pas, selon les chiffres officiels, les normes de convergence, je veux dire en matière d'endettement, le ratio sous-régional au niveau de l'UEMOA? Est-ce que la Côte d'Ivoire ne respecte pas ces normes-là? C'est certainement le cas. Alors, oui, lorsque nos gouvernants empruntent, en quoi est-ce que, selon Adjé et Jean-François, cela
peut être fondamentalement nuisible à l'évolution de l'économie ivoirienne? Je le disais tantôt, ça ne rassure pas la génération Le fait qui va d'emprunter. venir. Oui, emprunter pour emprunter, ça ne rassure pas la génération qui va venir. Alors, parce que selon vous, nous il y a donc devons... une malversation, une mauvaise gestion des fonds qui sont empruntés. Bien sûr, bien sûr. Vous l'avez observé à la cire, dans le café cacao, il y a eu beaucoup de malversations. Mais c'est pas de cela qu'il faut... Est-ce que les infrastructures ne sont pas réalisées aussi au vu de tout? Oui, c'est réalisé. C'est réalisé, mais alors l'argent on se plaint, sert bien quelque chose quand même. Oui, bien sûr, mais on se plaint de la qualité des travaux qui ont été faits. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Le travail a été fait, mais on se plaint de la qualité du travail. Mais convenez avec moi que si vous empruntez pour faire un travail, il faut le faire bien pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise. Mais c'est vraiment déplorable de comprendre, d'entendre qu'on qualifie nos ouvrages routiers de biodégradables. Enfin, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, ce sont des accusations qui émanent d'une autre frange de l'opposition. Hein. Bien sûr. Veuillez respecter leur droit de faire de l'opposition, je veux dire, mais de façon précise au niveau d'un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Vous faites le même constat de la précarité de la qualité des ouvrages, ou bien vous reprenez simplement les idées des autres opposants? Non, c'est visible. C'est visible. C'est visible. C'est visible. C'est bien visible. Ok, je pense qu'on va donc aller au chapitre de la réconciliation nationale. C'est l'un des enjeux les plus importants pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous estimez, selon vous, que la méthode de Ouattara a pu échouer quelque part dans le sens de la réconciliation, du rassemblement des fils et filles de la nation? Il y a eu le CDVR qui a publié des rapports avec des recommandations. Nous pensons que ces recommandations n'ont pas été suivies jusqu'à la fin. Donc, bien entendu, ce travail Lesquels, par exemple? Je crois que c'est pour cela que le président Bani avait laissé tomber. Parce que les recommandations avaient été faites, mais qui n'ont pas été suivies. Enfin, je veux dire, voilà. Quelles recommandations que vous estimez n'avoir pas été suivies par le pouvoir en place? Très bien. Qu'est-ce qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, ou bien quelle est la vision de la nouvelle Côte d'Ivoire justement concernant donc la réconciliation telle que nous devons la faire aujourd'hui pour rassurer tout le monde? Déjà, il y a des prisonniers. Des prisonniers qu'il faut libérer. Il faut travailler à rassurer tout le monde dans cette façon de réconcilier les Ivoiriens. Pendant ce temps, du côté du pouvoir, on estime qu'on ne peut pas parler de réconciliation sans justice. Alors s'il y a justice à faire, il faut le voir dans l'autre camp aussi. Voilà. S'il y a justice, il faut que la justice soit équitable. Aujourd'hui, la justice n'est pas équitable du tout. Quand on constate que dans le camp du président Ouattara, il y a des gens qui avaient été épinglés par des institutions étrangères à notre pays qui n'ont pas été poursuivis, on voit que la justice n'est pas équitable. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous reprochez d'autre au niveau de la réconciliation que vous aimeriez ou que vous estimez avoir été raté? C'est pour réconcilier les gens, il faut de la vérité. Et la vérité permet de mettre la lumière sur les fautes de tout le monde. Mais on ne peut pas cacher des cadavres dans son placard et reprocher à l'autre d'avoir tué des gens. Alors là, vous dénoncez une sorte de justice de vainqueur. Si c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Enfin, je veux dire, puisque vous abondez dans le même sens qu'une certaine opposition qui estime qu'il n'y a de justice que pour le camp ayant perdu la guerre de 2011, alors que les tenants du pouvoir ne sont pas du tout inquiétés. C'est comme cela un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire perçoit les choses au niveau de la gestion de la réconciliation sous l'ère Ouattara.
Mais ce n'est pas seulement un nouveau départ qui le voit comme ça. C'est ce qui est. Il y a des faits qui démontrent. Il y a des faits qui démontrent que la justice n'est pas équitable. C'est connu de tous. D'accord, selon vous. Alors, vous vous lancez donc en politique. Cela fait donc, disons, depuis janvier 2019, vous avez commencé à vous faire connaître, à approcher vos concitoyens pour leur faire part de votre projet politique. Et ça date de quand exactement la décision de Jean-François de se lancer en politique pour lui aussi se positionner comme un acteur clé de la vie de son pays, de la Côte d'Ivoire? Ça date de 2016. 2016. Ça date de 2016, quand nous avons remarqué qu'après la réélection du président actuel, il n'y avait pas de voix différente de celle du pouvoir qui pourrait influencer les décisions et permettre que les choses se passent comme elles devraient se passer. Donc, nous nous sommes sentis interpellés et nous avons commencé à convaincre notre entourage jusqu'à ce que les choses ne changeant pas, en 2019, le 22 janvier 2019, nous avons annoncé officiellement notre volonté de briguer cette magistrature. D'accord, donc tout commence par une volonté évidente de constituer un contre-pouvoir pour équilibrer un peu le débat politique dans le pays. C'est comme cela que la vision est née en 2016. C'est ça. D'accord, vous êtes senti quelque peu frustré par le fait que en Côte d'Ivoire, on était un peu, selon vous, enfin, si je veux bien comprendre ce que vous développez, dans une sorte de pensée unique. Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. À l'époque, c'était le RHDP qui avait le terrain politique et aucune autre voix ne se levait pour parler. Ceux qui se levaient n'avaient pas la poigne pour demander un contre-pouvoir. Donc, on s'est senti interpellé. Mais surtout, on avait vu juste parce que on s'est rendu compte que il n'y aurait pas quelqu'un de nouveau. Ce seraient toujours les mêmes personnes avec les mêmes vues. Et donc, nous voulons nous positionner et permettre qu'il y ait quelque chose de nouveau. Alors, un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, vous le définissez comment? Un mouvement, un parti politique? Qu'est-ce que c'est? C'est une initiative spontanée. Émanant une initiative spontanée émanant de la société civile. Là, je veux dire, soyez un peu plus précis. La société civile, elle est vraiment très diversifiée. Bien sûr. À qui vous faites allusion de façon concrète? À Jean-François. D'accord. Et qui d'autre? Tous ceux qui sont dans l'anonymat, des personnes qui se sont senties pas écoutées, des personnes qui se sont rendues compte que rien ne changera réellement, qui se sont levées et qui ont commencé à travailler pour proposer cette voie. Okay, donc vous revendiquez un peu le statut de porte-voix des sans-voix. Oui, si vous pouvez le dire ainsi. D'accord. Alors vous lancez en politique et aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain? Vous êtes très nouveau, vous n'avez pas milité antérieurement dans un parti politique, oui. Selon ce que vous nous disiez juste avant l'entretien. Et au contact des populations, comment est-ce que vous êtes accueilli? D'abord, il y a de la curiosité. Et ensuite, les gens commencent à bien écouter. D'accord. Il faut dire que le flanc est prêté. Les gens ont envie d'entendre quelque chose de nouveau. Les gens ont envie de voir quelque chose de nouveau. Et les gens s'engagent spontanément pour proposer quelque chose de nouveau. Et vous sentez que les Ivoiriens vous suivent, qu'ils vous écoutent? Oui. Qu'ils ont envie de prendre ce nouveau départ-là avec vous? Bien sûr. Sinon, on se serait arrêté en 2016. On n'aurait pas annoncé officiellement en 2019. C'est parce qu'un travail a été fait. Et donc, les Ivoiriens nous permettent de continuer à proposer. Parce que ces propositions viennent d'elles-mêmes. D'accord. Alors moi, j'ai
préoccupation, je ne dirais pas petite, mais essentielle, avant qu'on ne tape donc sur la présidentielle de 2020 de façon précise. D'abord, qu'est-ce que Adji François fait dans la vie? C'est une première chose. Ensuite, qui le soutient? Qui est derrière lui? Parce que la présidentielle, ce sont de gros moyens pour faire la campagne, pour tourner dans le pays, pour mobiliser des masses, tout ça. C'est vraiment pas du jeu sur le plan financier. Et ensuite, il y a la caution à payer. Qui soutient Adji François? Mais surtout, avant cela, qu'est-ce qu'il fait pour que les Ivoiriens soient rassurés de ce que l'homme qui se tient devant eux, qui leur dit qu'il veut les gouverner demain, est un homme propre? D'accord. Adji Jean-François, c'est d'abord un chef d'entreprise qui a une formation d'informaticien, qui par la suite a mis en place une entreprise d'événementiel. Et donc, voilà, c'est un chef d'entreprise qui travaille dans l'événementiel. D'accord, très bien. Tout simplement. Tout simplement. Et cela suffit pour vous lancer dans une course à la présidentielle? Non, pas du tout. Ce qui permet de se projeter dans la volonté de diriger ce pays, c'est le fait que les populations nous accompagnent. Au-delà des idées, au-delà de l'enthousiasme que vous avez autour de vous. Au-delà. Oui, je veux dire, au-delà de tout cela, financièrement, quel est votre socle? Ce sont des financements participatifs. D'accord. Des gens participent. Là, vous revendiquez à peu près combien d'adhérents? Permettez-moi approximativement de garder les chiffres pour le moment. Parce que vraiment, pour se lancer, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes pour vous soutenir, pour porter votre philosophie politique pour la Côte d'Ivoire. L'électorat général en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avant le recensement, nous sommes autour de 6 500 000 électeurs en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de partisans. Partout dans le pays. Parmi ces 6 millions. Partout dans le pays, nous travaillons. Au niveau du peuple de la Côte d'Ivoire, c'est un mouvement national, non pas régionaliste. C'est national. National, d'accord. Parce que si nous voulons compter sur notre région, nous sommes minoritaires dans une région. Absolument. Je suis issu de la région de Bounois et on connaît, les Abourés sont vraiment minimes. Donc, ce n'est pas bénéfique et ce n'est même pas national de penser à une région. Nous sommes en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, puisque vous n'avez personne pour vous soutenir derrière, on suppose que 2020... Personne, non. Les Ivoiriens nous soutiennent. Clairement, enfin, je veux dire, il n'y a pas de gros bonnet derrière vous. On suppose qu'en 2020, Adji Jean-François, la voie est clairement ouverte pour que vous vous présentiez donc aux élections présidentielles. Alors, dans quelle posture? En intégrant éventuellement une coalition ou bien en allant en cavalier solitaire? Nous avons vu ce que les coalitions ont permis d'avoir dans ce pays. C'est justement pour cela que nous n'avons pas milité dans un parti. D'accord. Parce que les partis politiques en Côte d'Ivoire contribuent plus à diviser les Ivoiriens qu'à les réconcilier. D'accord. Demain, vous n'en fonderiez pas un? Pour le moment, nous ne parlons pas des partis politiques. Il y a un qui serait peut-être différent des autres. En Côte d'Ivoire, en ce moment, aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin d'un parti politique. D'accord. Oui, vraiment pas. Parce que les partis politiques contribuent à diviser les Ivoiriens. Ce qui veut dire que vous irez certainement en cavalier solitaire pour porter seul vos idées face aux autres candidats. Pas seul, avec les Ivoiriens. Enfin, je veux dire en tant que candidat face aux autres candidats. Tous les Ivoiriens ne sont pas candidats. Mais si on le voit sous ce angle, ce n'est pas juste. Il y a des candidats qui épousent ce que nous voulons proposer. C'est bien d'échanger avec les autres candidats et permettre qu'ensemble, il y ait de nouvelles synergies qui se créent. Donc, dire tout de suite non, on ne va pas avec un candidat, aller non. vers
Converger vers une sorte de coalition. Des coalitions, oui. Finalement, parce qu'il suffit de se retrouver autour d'une table et puis bon, mais écoute, on essaie de se dire l'union fait la force. Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas joindre nos efforts alors bien sûr. Ce que nous observons aujourd'hui, ce sont des coalitions anti-personnes. Et ça, nous ne sommes vraiment pas d'accord avec ça. Il faut des coalitions avec des idées, des coalitions avec des idéologies bien tracées, bien définies. Mais contre une personnalité, nous n'en sommes pas. D'accord. Alors, 2020 s'annonce également avec ces intempéries. On parle de réformes contestées de la commission électorale indépendante qui a finalement été installée tout récemment. Il y a beaucoup de nuages en tout cas qui planent au-dessus de cette élection présidentielle. Comment est-ce que vous percevez, vous, en tant que futur probable candidat, le déroulement du scrutin dans un an? Déjà, il faut dire que nous avons une commission électorale. Ce n'est pas une commission électorale indépendante. Selon vous? Ben oui, ça se voit. Tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Pour qu'il y ait des élections transparentes et crédibles, il faudrait que tout le monde soit d'accord sur cette commission qui va organiser ces élections. Alors vous, quelle est votre position justement sur la question de la CEI? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Pour moi, il y a une commission électorale. Mais qui n'est pas indépendante? Qui n'est pas indépendante. Donc qui est à la solde du pouvoir en place? Si on peut le dire ainsi, oui. D'accord. Alors pour vous, 2020, ce n'est pas garanti? Non, nous travaillons. Le vote se déroule dans des conditions apaisées. Nous travaillons pour que cela se fasse bien. Mais nous avons des moyens supplémentaires. Au-delà de la CEI qui est là, nous avons des moyens supplémentaires pour sécuriser nos voix. D'accord. Voilà. D'accord. Vous ne craignez peut-être pas des débordements éventuels avec la montée des tensions politiques? On parle de plus en plus de procédures judiciaires qui menacent certains candidats affichés, mais disons plus ou moins sérieux, qu'on estime comme étant véritablement ancrés. Vous ne craignez pas qu'il y ait des débordements? Vous avez parlé de justice. Ben, quand on a des griefs avec la justice, c'est la justice qui gère. Mais je ne crois pas qu'il faut le voir sous cet angle. Il faut plutôt penser que nous, Ivoiriens, avons la responsabilité de permettre que tous ces camps-là s'apaisent pour que ces élections qui viennent soient crédibles, justes et transparentes. Ne pas craindre du fait que voilà, la justice va faire quoi. Non, il ne faudrait pas se mettre dans cet état d'esprit. Pour nous, dans notre initiative pour un nouveau départ, nous travaillons pour que les élections qui vont venir, même si la commission électorale n'est pas du goût de tout le monde, nous permettront que nous ayons des moyens pour sécuriser les voix de ceux qui vont porter le choix sur notre candidature. Ok, on va vous permettre de dire un dernier mot certainement sur fond d'aperçu de votre projet politique pour les Ivoiriens. En une minute. En une minute, c'est... Adjé Jean-François, candidat, qu'est-ce qu'il ferait pour la Côte d'Ivoire? Ben, merci. D'abord, je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer. Et dans notre initiative pour un nouveau départ, nous demandons aux Ivoiriens de retourner à leurs valeurs originelles. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire a été créée sur des principes et des valeurs qui permettent que nous soyons ouverts à tous. Si nous perdons cette valeur, nous ne sommes pas des Ivoiriens. Donc, nous demandons aux Ivoiriens de retourner à ces valeurs originelles pour permettre que cette Côte d'Ivoire rayonne comme elle a été. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Merci bien à vous, Adjé Jean-François. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à la future élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Et donc, vous étiez là sur ce plateau d'Ivoire TV justement pour faire part à vos compatriotes de votre vision pour le pays. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à très bientôt. Ici. Que vous avez découvert
TV, Ivoire TV.